Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'histoire du programme de 4e. Nous sommes dans le premier thème, le XVIIIe siècle, expansion, lumière et révolution. Troisième chapitre, la Révolution française et l'Empire, nouvel ordre politique et société révolutionnaire en France et en Europe. Nous sommes sur une deuxième vidéo sur la Révolution française qui a pour thème la Révolution 1789, la naissance du citoyen. Nous commençons cette deuxième vidéo sur la Révolution française par le serment du jeu de paume. Lors de la première vidéo, nous avions terminé sur la convocation des États généraux pour le 5 mai 1789. Cette convocation fait naître dans la population un certain nombre d'espoirs, notamment pour le tiers-État. Un petit rappel, le tiers-État, c'est ce qui va regrouper ce qu'on va appeler communément le peuple, donc les paysans, la bourgeoisie. Et les deux autres ordres sont la noblesse et le clergé. Les espoirs qui naissent dans cette population sont pour les paysans la possibilité d'avoir une baisse ou une suppression des taxes et des droits seigneuriaux. Et pour la bourgeoisie, on a l'espoir d'avoir une égalité plus grande, notamment devant la loi, et l'espoir de la mise en place d'une monarchie parlementaire. Ces espoirs vont vite s'envoler. Le premier problème que rencontre la population, et notamment le tiers-État, c'est le fonctionnement de ces États généraux. On reprend le système existant, c'est-à-dire une voix pour chacun des trois ordres. Donc si on schématise ça avec le système existant, nous avons une voix pour le tiers-État, une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, lors des décisions. Si on envisage de supprimer les taxes, par exemple, de supprimer les droits seigneuriaux, d'abolir les privilèges, on va se retrouver à chaque fois avec deux ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, qui vont s'opposer à ces décisions. Et le tiers-État se retrouve à chaque fois minoritaire. Les députés du tiers-État demandent donc une modification, quelques modifications de ce système. Ils demandent le doublement des députés du tiers-État. Étant donné qu'ils sont très nombreux, ils demandent à ce qu'ils soient représentés justement dans la population et pas au même titre que la noblesse et le clergé. Et ils demandent également un vote par tête, c'est-à-dire que chaque député a une voix. Pareil, on va schématiser ce système, on se retrouve avec un tiers-État à 661 voix, un clergé 326 voix et une noblesse avec 330 voix. Si on envisage l'abolition des privilèges, on va avoir un tiers-État qui va se retrouver majoritaire par rapport aux deux autres ordres. Donc là, on aurait la possibilité d'avoir des réels changements. Sauf que, vous imaginez bien qu'on a un refus de la part du roi. Il accepte une seule chose, le doublement du nombre des députés du tiers-État, sauf que qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 2000, étant donné qu'ils n'ont qu'une seule voix, ça ne change rien du tout. Deuxième problème auquel on va être rapidement confronté, c'est l'annonce du roi lors de l'ouverture de ces États généraux. Il le dit clairement, il n'y aura pas de grandes réformes, notamment politiques. Les seules réformes qui vont être discutées, ce sont des réformes financières, notamment les réformes du ministre des Finances Necker. Donc tout de suite, on voit que ça ne se passe pas très bien. De même, lors de l'arrivée des députés à Versailles, on va voir tout de suite que le tiers-État n'est pas le bienvenu, puisque les députés de la noblesse et du clergé vont être accueillis en grande pompe, et les députés du tiers-État vont être pratiquement ignorés. Ces États généraux s'ouvrent donc avec, dès le début, une opposition des députés du tiers-État. Les discussions de ces États généraux débutent donc dans la foulée, et le tiers-État, les députés du tiers-État, souhaitent que les discussions soient traitées avec tous les députés. Sauf que la demande qui est faite par le roi, c'est que chaque ordre discute dans son coin, et après on a un vote pour prendre les décisions. Les députés du tiers-État ne sont pas du tout d'accord avec ça, c'est pas intéressant, il vaut mieux qu'on se retrouve tous et qu'on discute ensemble des réformes à apporter au pays. Le 17 juin, les députés du tiers-État vont se nommer Assemblée nationale, et ils vont être rejoints par quelques députés de la noblesse et du clergé, notamment des petits nobles ou des membres du clergé, comme des prêtres par exemple. Le 20 juin, le roi Louis XVI ordonne que la salle des menus plaisirs où se déroulaient les débats soit
évacuée par les députés. Donc cette Assemblée nationale va se déplacer et va se rassembler dans une salle qui est juste à côté, la salle du jeu de paume. Bon, pour simplifier, le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. Si nous observons ce tableau, notamment les zones de lumière et les lignes directrices, on voit qu'une scène est mise en avant par le peintre Jacques-Louis David. C'est le personnage qui est au centre, qui est debout sur une table, la main levée, avec un texte entre les mains. Ce personnage, c'est le député Bailly, député de Paris, qui est président de l'Assemblée nationale et qui est en train de lire le serment de cette assemblée. En effet, les députés ont juré de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas écrit une constitution pour le royaume de France. Qu'est-ce qu'une constitution? C'est un texte qui explique comment le pays doit être dirigé. Si on regarde toujours ce tableau, quand on regarde d'autres lignes directrices, il y en a deux autres qui sont importantes. La ligne qui va être marquée par le dos du personnage en blanc au premier plan, et un autre personnage qui ressort beaucoup parce qu'il est habillé en rouge et qui est au premier plan avec le bras tendu. Si on prolonge son bras, on a un triangle qui est formé, et à l'intérieur de ce triangle, on a une scène assez intéressante où on a trois députés qui sont en train de se donner une accolade, qui sont réunis. Et si on observe ces trois députés, nous avons un député du clergé, un député du tiers-état et un député de la noblesse, qui se retrouvent là tous les trois réunis dans un triangle qui peut représenter l'égalité. Le roi assiste à la séance du 23 juin et il définit enfin un programme de travail à respecter dans la tenue des débats afin de faire avancer cette Assemblée nationale. Mais il souhaite que chaque ordre retourne travailler dans son coin. Sauf qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, pour les députés du tiers-état et pour cette nouvelle Assemblée nationale, ceci n'est pas possible, ils le refusent pour la plupart d'entre eux. Et on a une opposition de Bailly et du député Mirabeau, comme vous pouvez l'entendre dans cet extrait. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Le 27 juin, les députés peuvent reprendre leur débat ensemble, et le 9 juillet, ils vont se nommer Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire que c'est une assemblée qui représente la nation et qui a comme objectif de rédiger la constitution du royaume. On a demandé à plusieurs reprises à ces députés de travailler seuls. Quand le roi va leur demander, certains députés vont quitter l'Assemblée nationale et les députés restants vont alors déclarer que ce n'est pas parce que quelques députés partent que cette Assemblée nationale n'a plus de sens. Son pouvoir, il ne vient pas de chaque député, mais il vient de la nation tout entière. Donc c'est ce qu'on appelle la souveraineté de la nation, la souveraineté populaire. Donc les débats ont repris, mais il y a peu de résultats, notamment parce que le roi recule sur un certain nombre de points, parce que les différents ministres ne sont pas très efficaces dans les réformes qu'ils doivent entreprendre, et des rumeurs commencent à circuler, comme quoi on se prépare à arrêter un certain nombre de députés du tiers-état. Donc nous pouvons passer à la deuxième partie de notre vidéo sur la prise de la Bastille, donc qui a lieu le 14 juillet 1789. On l'a vu, la tenue des États généraux entraîne à Versailles et à Paris un certain désordre, une certaine agitation. De plus, on a le prix du pain qui est élevé et qui continue d'augmenter. On a la présence de 20 000 soldats des troupes royales aux portes de Paris et de Versailles pour intervenir si c'est nécessaire pour rétablir l'ordre. Et on a le 11 juillet la nouvelle du renvoi du ministre Necker, donc le ministre des Finances, qui était l'un des seuls à avoir un réel projet de réforme. Le renvoi de ce ministre est vécu pour le peuple, pour les députés du tiers-état, comme une réelle attaque. Le peuple parisien va s'armer et va se révolter. Il va notamment attaquer les barrières d'octroi
de la ville de Paris, comme vous pouvez le voir à l'écran. La commune de Paris, appuyée par le député Mirabeau, va également créer une milice bourgeoise, et cette milice bourgeoise va chercher de la poudre pour les armes. En même temps, nous avons des émeutiers qui vont s'attaquer à l'hôtel des Invalides pour récupérer les armes. Donc c'est la scène que vous avez à l'écran. Et on a également plusieurs groupes qui se rapprochent petit à petit de la prison de la Bastille et qui vont se rassembler autour de cette prison. Les événements s'enchaînent vite. Après des négociations, le marquis de Launay, donc le gouverneur de la Bastille, laisse entrer les émeutiers dans la cour. Une fois que les émeutiers sont rentrés, il va changer d'avis et va faire tirer sur la foule par les gardes de la Bastille. S'ensuit une réponse du peuple qui riposte et tire à son tour. Les échanges de tirs sont fournis et le nombre de victimes autant du côté des gardes de la forteresse que des émeutiers est important. À 17h, la Bastille est prise, le marquis de Launay est encerclé, il est arrêté et il va être conduit à l'hôtel de ville de Paris pour être jugé. Sauf que le marquis de Launay n'arrivera jamais à l'hôtel de ville de Paris puisqu'il va être massacré par le peuple en route et sa tête va être coupée et plantée sur une pique. Nous pouvons passer à la troisième partie de cette vidéo, l'abolition des privilèges. Le mois de juillet est un mois d'agitation dans toute la France. Les nouvelles de la prise de la Bastille ont circulé dans tout le pays et on entre dans la période qui s'appelle la Grande Peur. Les paysans, le peuple, dans toute la France, craint que la noblesse française se venge des événements qui ont eu lieu à Paris et à Versailles. Le peuple va donc prendre les devants, il va attaquer des châteaux, il va piller ces châteaux, il va récupérer notamment les registres seigneuriaux dans lesquels on retrouve les différents droits des seigneurs. Ils vont brûler ces registres, ils vont brûler les châteaux, et on va avoir énormément de nobles français qui vont quitter la France. Temporairement, ils se disent qu'ils vont partir quelques mois et ils reviendront quand la situation sera un petit peu tassée. L'Assemblée nationale décide dans la nuit du 4 au 5 août 1789 d'abolir les privilèges, donc les différents droits seigneuriaux. Et cette décision marque la fin de la société d'Ancien Régime. Quatrième partie de la vidéo, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'Assemblée nationale constituante rédige un texte qui va venir en préambule, en introduction de la nouvelle constitution du royaume. Du 20 au 26 août 1789, l'Assemblée nationale va adopter 17 articles de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte marque la naissance de droits pour les citoyens français, à savoir qu'on ne parle plus des sujets du roi, mais de citoyens. Nous allons étudier plus en détail cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En haut à gauche, vous avez une femme habillée en bleu, blanc et rouge qui représente le peuple français qui est en train de briser les chaînes de l'Ancien Régime. Ce peuple français est également représenté avec une couronne sur la tête, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises dans cette vidéo, désormais la nation française est souveraine, c'est-à-dire qu'elle détient le pouvoir, la souveraineté de la nation. À droite, nous avons l'être suprême, qui tient dans sa main droite un sceptre, et avec ce sceptre, l'être suprême montre le triangle de la raison, donc un triangle pouvant être symbole d'égalité, et à l'intérieur un œil, l'œil de la raison. Et si vous regardez, ce symbole brille et par sa lumière repousse les nuages de l'Ancien Régime. De sa main gauche, cet être suprême montre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que cette déclaration est dictée par la raison, donc c'est une bonne déclaration. Nous avons d'autres symboles, par exemple ici nous avons un serpent doré qui se mord la queue, c'est un symbole de continuité, de stabilité. On retrouve juste en dessous le bonnet phrygien, donc c'était le bonnet qui était donné aux esclaves lorsqu'ils étaient affranchis, donc c'est un symbole de liberté. Vous avez également un faisceau de licteurs, donc qui représente la force de la nation française, donc c'est un message destiné aux autres pays, mais cet objet fait également référence à la République romaine. Vous avez également
une guirlande de feuillage qui marque le haut de cette déclaration et qui représente la prospérité. Nous pouvons passer à la dernière partie de notre vidéo. On sort un petit peu de nos bornes chronologiques puisqu'on se place en 1790 avec la naissance du suffrage universel. Donc en 1790 va apparaître le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote pour tous les citoyens masculins pour cette époque, mais ça ne durera pas, il reviendra en 1792, puis il faudra attendre quelques années avant d'avoir un retour du suffrage universel. Les paroisses françaises sont remplacées par des communes, donc les communes sont généralisées sur l'ensemble du territoire, et pour diriger ces communes, nous allons organiser des élections municipales au suffrage universel dès février 1790. Lors de ces élections, on va élire le conseil municipal et on va élire également le maire. C'est un mot qui vient du Moyen-Âge, donc mayor, et le mayor, c'est le représentant du seigneur dans le village au Moyen-Âge. Voilà d'où vient l'origine du mot maire. Cette deuxième vidéo sur la Révolution française est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre en commentaire les points positifs et les points négatifs de la vidéo, mais également les sujets que vous souhaitez que je traite en vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!